Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Nous sommes le 4 octobre 1957 et sur la rampe de lancement de Baïkonour, la nuit est tombée. Dans le bunker de commande où les officiels ont pris place, Sergueï Korolev guette la moindre anomalie à 22h38 et 34 secondes, heure de Moscou. Les boosters s'allument, dégageant une épaisse fumée. Le moteur principal de la fusée s'éteint une seconde trop tôt, mais l'étage principal se sépare parfaitement. Pour la première fois, raconte Science et Vie, l'humanité met un objet en orbite autour de la Terre et au sol, les radios captent ça. Voilà, c'était il y a 60 ans, les bips du Spoutnik. Avec eux, une nouvelle ère technologique s'ouvre et depuis, rappelle Science et Vie, les satellites ont envahi l'espace. Ils ne coûtent presque rien et la miniaturisation permet de les lancer par centaines. Le 15 février dernier, par exemple, l'agence spatiale indienne en a lancé 104 d'un coup. Interview de Thomas Pesquet à lire dans l'Humanité. Spoutnik, c'est mythique, dit-il, pour nous spationautes. C'est un peu comme la naissance du Christ. Le 4 octobre 1957, c'est l'année zéro, celle où l'aventure spatiale commence. Et pas seulement, c'est parce qu'il y a eu Spoutnik que l'on peut aujourd'hui, entre autres, partager, comme l'a fait Thomas Pesquet, des photos sur Instagram et Twitter, des données qui passent toutes par de multiples satellites. L'astronaute en profite pour rappeler d'ailleurs le message que portent les photos qu'il a envoyées depuis la station internationale. Le changement climatique est réel, dit-il. De là-haut, on voit l'effet global que cela produit sur Terre. La pollution des fleuves, de l'air, les déforestations, je l'ai beaucoup dit, mais il faut le répéter, la Terre, nous n'en avons qu'une, il faut s'en occuper. Et la prochaine étape, demande le journal, aller sur Mars, dit-il, mais ça, ce ne sera pas avant 2030 ou 2035. Alors ça, c'est pour dans 20 ans. Oui. En attendant, ce qui fait la une aujourd'hui sur Terre, Marion, c'est la visite d'Emmanuel Macron à Amiens. Beaucoup plus pragmatique, mais tous vos journaux reviennent sur le déplacement présidentiel à l'usine Whirlpool et de l'avis général. L'opération est réussie. Ce Whirlpool Acte 2 tient lieu de reconnexion avec le terrain social, écrit Didier Rose dans les DNA. Les ateliers sont sauvés et Macron se présente en avocat des capitaux productifs. Dans Sud-Ouest, Bruno Dive souligne que la visite tombait à pic pour un homme que ses adversaires tentent de faire passer pour le président des riches. Cette histoire de président des riches ne serait donc qu'une image, une accusation, une étiquette qu'on lui colle, précise le Figaro, une étiquette qui lui colle à la peau, ajoute le Parisien. Fâcheuse étiquette, note Libération, qui lui est collée avec insistance. À croire que tout ça n'est pas du tout lié à la politique menée, on aurait mal compris. C'est d'ailleurs ce que dit en substance le Premier ministre Édouard Philippe, envoyé faire de la pédagogie dans Libération. Nous nous inquiétons pour votre jambe gauche, lance le journal. C'est parce que vous me regardez de profil, répond Philippe. Ambiance détendue et bon enfant, il le répète plusieurs fois. Nous redistribuons 7,5 milliards de pouvoir d'achat, dont 1,3 milliard de minima sociaux. Le budget est équilibré, mais évidemment, si on ne parle que de l'ISF, ça devient difficile à voir. Un appel entendu par les Échos qui font leur une sur les gagnants de la politique Macron. Les ménages les plus modestes gagneront 3% de pouvoir d'achat. Précision en page intérieure, ce sera 2,9% et pas avant 2022. Vivement le futur. Justement, à propos de futur, dans vos journaux, on trouve de nombreux dossiers sur les nouvelles technologies. Oui, il y a d'abord l'intelligence artificielle qui arrive dans le secteur de la banque. On en parlait dans le journal de 8h. Et le phénomène fait la une des Échos. Mais il y a aussi ce titre du Parisien. Mon smartphone m'a trouvé un job. Dossier sur les applis de recherche d'emploi qui listent les annonces à votre place et qui vous sonnent dès qu'il y en a une à prendre. Grâce à la géolocalisation, vous pouvez trouver un travail dans les 24 heures selon l'endroit où vous êtes, ce qui réjouit un expert en stratégie RH. Cela correspond parfaitement à la nouvelle génération dont le rapport au travail est plus volatile. Les jeunes aiment changer de job tous les jours, c'est bien connu. Et puis, il y a ce reportage à lire dans le journal Le Monde. Ça se passe en Suède, à la gare centrale de Stockholm. Pour vérifier les billets électroniques des passagers, la contrôleuse utilise un smartphone. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais quand elle arrive devant Jens, quadragénaire élégant, celui-ci lève la main droite et lui explique que son billet se trouve dans une puce électronique implantée sous sa peau, entre le pouce et l'index. La contrôleuse pose son téléphone sur la main tendue et le billet s'affiche sur l'écran. C'est qu'en Suède, explique le journaliste Yves E,
Freud, les puces sous-cutanées commencent à se répandre chez les start-upers notamment et les cadres de grandes entreprises. Dans les locaux de Epicenter, par exemple, 200 salariés sur 3000 sont équipés de puces et il y a des lecteurs partout sur les imprimantes, les portes, les distributeurs de boissons. J'en ai même fait installer un chez moi sur ma porte d'entrée, rapporte une salariée. Plus besoin de chercher mes clés dans mon sac. Elle ajoute que son mari hésite parce qu'il n'aime pas les piqûres, mais qu'il va sans doute s'y mettre. Vertigineux et totalement futuriste. Et pourtant, ça se passe maintenant en 2017. Tellement vertigineux que ça sent la future chronique de Raphaël Enthoven. Rien vous cacher, Patrick. Voilà, je l'ai deviné. Enfin, pour passer de là... Non, mais j'ai vu votre œil s'allumer. Pour passer de la réalité à la science-fiction, l'incontournable ce matin, Marion, c'est la sortie du film Blade Runner. Oui, la promo a été très très intense. Harrison Ford est partout et il répond à tout le monde. Ça va de Madame Figaro aux Parisiens. Alors Blade Runner, c'est un gros blockbuster bien sûr, mais c'est aussi pour beaucoup un vrai problème philosophique. Analyse à lire sur le site du journal du CNRS. Dans le film de 82, écrit la philosophe Sandra Lurgier, l'existence des robots androïdes interroge l'humanité. À quoi puis-je reconnaître que j'ai affaire à un humain? Il s'agit de prouver que les robots ne sont pas humains, mais au final, ce sont justement tous les procédés employés pour les démasquer qui semblent inhumains. Se pose alors la question de la moralité. Blade Runner interroge notre humanité. Quels sont donc les critères de l'humain? Sandra Laugier qui note que l'histoire du film se déroulait en 2019, autrement dit, dans notre présent, dit-elle, notre futur immédiat. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe.